Bonsoir tout le monde, bienvenue au webinaire de ce soir. Karine Gravel de Myélome Canada, je suis en charge en fait de tout le programme éducatif pour les patients en myélome. Dans le fond, je suis très heureuse et choyée d'avoir été invitée par le groupe de Myélome Rive-Sud ce soir pour avoir une présentation sur comprendre votre bilan sanguin. Je vous présente dans le fond les leaders du groupe de Rive-Sud, Lisanne Bissonnette et François Guay. Bonjour. Et je vous laisse Allô, allô. présenter, dans le fond, notre invité de ce soir. Bonjour, Lisanne. Allô, allô, Karine. Alors, merci d'organiser ça pour nous là, en Zoom et de faire l'enregistrement. Alors, ce soir avec nous, on a Marie-Pierre Lecourcire, qui est infirmière clinicienne en recherche clinique à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle travaille pour nous, c'est ça que ça veut dire. Elle a passé toute sa carrière à travailler avec le myélome pour des patients, avec des chercheurs. Fait que c'est très généreux de sa part de nous donner de son temps et surtout de nous partager ses connaissances pour qu'on puisse mieux comprendre nos bilans sanguins qui sont souvent comme du chinois pour nous. Alors, je lui cède la parole dès maintenant. Merci. Je vais partager mon écran Ah, d'abord parfait. avant de passer à la conférence. Je vais juste vous donner dans le fond, quelques directives par rapport au webinaire de ce soir. Donc, donnez-moi une petite seconde. Donc, présentement, vos caméras et votre son est désactivé. Si vous voulez capturer tout au long de la présentation, vous voulez capturer vos questions pour ne pas les oublier, s'il vous plaît, utilisez la fonction Q&R ou Q&A que vous avez sur votre appareil. Si vous êtes sur un cellulaire ou une tablette, allez à l'autre écran pour accéder à la barre de menu et à ce moment-là, vous pouvez capturer vos questions-là. Toutefois, à la fin, dans le fond, Lisanne va aider à coordonner toute la période de questions à la fin. Par contre, si vous êtes à l'aise de poser vous-même vos questions à la caméra, pas de problème. Faites juste, dans le fond, y aller par priorité là, avec la main pour pas que ce soit trop chaotique durant la période de questions. Donc, une fois que l'enregistrement va être terminé, où est-ce que vous pouvez la retrouver? Si vous voulez aller revoir l'information, c'est important, hein. On ne va pas tout se souvenir de tout. Puis, c'est pas tout le monde qui pouvait se joindre ce soir. Donc, pour toute notre communauté du myélome, ça va se retrouver sur notre chaîne YouTube à Myélome Canada. Donc, lorsque vous allez à myélome.ca, vous allez dans la bibliothèque de ressources. Et à ce moment-là, lorsque vous défilez, vous allez voir, il y a plein de belles ressources. Vous défilez plus vers le bas, vous allez voir, il y a une section vraiment pour la chaîne YouTube et vous cliquez sur le bouton rouge, ça vous amène directement à notre chaîne. Vous pouvez aller sur YouTube, faire une recherche pour Myélome Canada. Vous voyez la petite fleur, vous êtes au bon endroit. Et puis, si vous cliquez sur s'abonner, c'est qu'à chaque fois qu'on met du nouveau matériel, vous devriez être notifié si naturellement vous avez accepté de recevoir des notifications push. Donc, petit rappel là, vraiment vitement par rapport à la communauté du myélome, si vous voulez être en contact avec d'autres personnes, soit des patients ou des proches aidants, vous n'êtes pas nécessairement à l'aise sur Facebook par rapport à toute le reste de la terre entière et les publicités. Vraiment, Myélome Canada a créé son équivalent qui s'appelle MC Lounge et puis c'est vraiment privé pour la communauté du myélome. Et même principe, là, vous pouvez joindre des groupes, discuter, vous allez être au courant des nouvelles de Myélome Canada et tout ça. C'est vraiment chouette. Et on vient de lancer une ligne d'assistance, un peu comme la ligne Info Cancer que vous êtes habitué. Donc, même principe. Vous pouvez poser des questions, soit par courriel, au téléphone, vous faites une demande, vous allez cliquer sur le petit icône qui a été ajouté sur notre site web. Et puis, vous remplissez un formulaire, puis on fonctionne vraiment, là, dans le fond, par rappel. Donc, soit par courriel ou par téléphone. Puis, posez vos questions. Dans le fond, c'est vraiment une ressource pour avoir de l'information sur le myélome, mais aussi toutes les ressources qui sont disponibles près de chez vous. Donc, vous pouvez rentrer avec votre code postal, par exemple. Là. On peut voir, bon, il y a des services pour de l'aide à la maison,
peu importe qu'est-ce que c'est, vous voulez trouver un groupe de soutien ou vous voulez plus d'informations par rapport à vos effets secondaires, on a deux personnes vraiment qui sont en charge de répondre à vos questions en autant que c'est pas des cas médicaux. Ça, on réserve ça à vos médecins naturellement. Et on vous encourage à vous inscrire à l'infolette si vous voulez pas manquer rien par rapport à Myélome Canada, les avancées en recherche, tout ce qui se passe côté événementiel et ne pas vous sentir seul dans votre parcours avec la maladie. Bien important. Je cède la parole à notre conférencière de ce soir. Je pense que c'est toi qui veux l'entendre, Marie-Pierre. Je te laisse la parole. Tu peux. Bonjour tout le monde, je vais essayer de partager ma présentation. Alors, moi, j'ai vraiment fait une présentation pour que tout le monde comprenne la base puis que tout le monde parle le même langage. Je ne me lance pas dans des grandes explications de vraiment tout le bilan sanguin. J'ai vraiment ciblé des éléments qui, pour moi, sont importants quand on a un myélome multiple puis qu'on est suivi puis qu'on veut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ici. Donc, je me présente, je m'appelle Marie-Pierre, je suis infirmière en recherche clinique à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je suis diplômée de l'Université de Montréal et je travaille spécialisée en myélome multiple depuis 2016. Donc, dans l'équipe du docteur Richard Leblanc à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Le plan de ma présentation, le sont pas dans le bon ordre, mais je vais commencer par vous parler de la formule sanguine. Ensuite, on va parler de la biochimie, puis finalement, comment bien comprendre son bilan du myélome. La formule sanguine, ça, c'est dans notre jargon à nous, on appelle ça une FSC, formule sanguine complète. C'est en fait le décompte de toutes les cellules de votre sang, donc vos globules. Les trois principaux qui sont importants pour moi quand je regarde les résultats sanguins d'un patient, c'est les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Vous allez voir dans un résultat de formule sanguine, là, c'est pas une formule sanguine d'un patient, c'est la mienne. Imparfaite. Vous allez voir plein de choses, plein d'acronymes. Honnêtement, moi, je ne les regarde même pas. Le VGM, c'est le volume glomérulaire moyen. Ça veut dire que c'est la grosseur de vos globules rouges, mais ça ne donne pas d'indication sur leur fonction. C'est vraiment ce qu'on regarde, c'est ce que je vous ai surligné. L'hémoglobine, qui est en fait la protéine qui va transporter l'oxygène dans votre sang. Ben là, je vais vous les présenter un petit peu plus. Donc, les globules rouges, c'est eux qui contiennent l'hémoglobine. Ils composent à peu près 99% des cellules de notre sang. Donc, c'est ce qui est la plus grosse masse cellulaire dans notre sang. Leur rôle, c'est vraiment, comme j'ai mentionné, de transporter l'oxygène pour aller approvisionner les différents organes de notre corps en oxygène. Les valeurs normales, ça varie selon le sexe. Les femmes, c'est un petit peu plus bas. Si on manque d'hémoglobine, donc on manque de globules rouges, nous, dans notre jargon, on va appeler ça de l'anémie. Les symptômes de l'anémie, c'est de l'essoufflement, la fatigue, une sensation de froid dans les mains, dans les pieds, puis dans le corps en général. Je vous ai mis aussi les valeurs qui, moi, me font réagir. Donc, si l'hémoglobine chute en bas de 70, ben à ce moment-là, on va réagir, on va faire une transfusion de globules rouges. Puis nous, dans notre jargon, je vous ai mis mon petit jargon là pour que si jamais vous rencontrez ces termes-là dans votre parcours médical, ben vous puissiez dire, je l'ai déjà entendu, je sais qu'est-ce que ça veut dire. Nous, on dit une transfusion de 1 kg globulaire. Fait 1 kg, c'est un sac, une poche de sang qui va être transfusée là, par voie intraveineuse. Je vous fais remarquer aussi qu'il y a quand même une variation entre les valeurs qui sont normales puis les valeurs qui incitent à une action. C'est pas parce que notre hémoglobine est basse que nécessairement il faut faire quelque chose. Il y a bien des valeurs qui, des fois, un suivi régulier, peut-être plus rapproché, c'est suffisant pour nous rassurer puis nous dire, OK, c'est bas, mais c'est stable, puis c'est pas quelque chose sur lequel il faut prendre action. Ensuite, les globules blancs. Leuco, du latin leuco, ça veut dire blanc, il paraît. On en a vraiment plusieurs sortes. Neutrophiles, lymphocytes, monocytes, éosinophiles, basophiles. Puis ils ont chacun leur rôle singulier. Pourquoi moi, quand je regarde une formule sanguine, je regarde les neutrophiles? Parce que c'est vraiment eux qui sont notre première ligne de défense contre les infections. C'est ceux-là qui vont réagir en premier. Puis surtout quand c'est des infections bactériennes, on va voir le chiffre des neutrophiles augmenter.
Fait que ça nous donne un signe qu'il y a quelque chose qui se passe, notre système immunitaire s'active et réagit à quelque chose. Donc, si on regarde plus spécifiquement les neutrophiles, la valeur normale, c'est entre 2 et 7. Si on est en haut de la valeur normale, comme je vous ai dit, c'est un signe d'infection. C'est à surveiller. On va chercher la source de l'infection. Qu'est-ce qui fait réagir notre système immunitaire? Ça peut être pulmonaire, ça peut être une infection urinaire, ça peut être n'importe quelle infection, mais ça nous indique qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai mis moins grave, en guillemets, parce que, bon, une infection, ça peut se gérer en externe, ça peut se gérer en traitant les symptômes, ça peut se gérer avec des antibiotiques. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand les neutrophiles sont trop bas. Quand ils sont en bas de 1, ça, c'est ma valeur panique ou ma valeur d'action. Dans mon jargon, j'appelle ça une neutropénie. Puis pourquoi ça nous inquiète? C'est parce que justement, notre système immunitaire, il est trop bas. Ça veut dire que, comme on dit, nos petits soldats, ils sont pas là pour nous défendre en cas d'infection. Puis si la neutropénie est associée à de la fièvre, à ce moment-là, on parle de neutropénie fébrile. Puis là, c'est vraiment, vraiment, vraiment un signal d'urgence. Il faut se présenter dans un centre hospitalier ou appeler notre médecin, notre infirmière pivot, mais il faut prendre action si on le sait que nos globules blancs sont bas et on a de la fièvre, parce que ça peut être un signe d'infection et que notre système immunitaire n'est pas là pour nous défendre. Fait qu'à ce moment-là, ben oui, on se présente à l'urgence, on va nous faire un bilan d'infection, on va essayer de trouver la source, la cause, parce que ça se peut qu'on ait aucun autre symptôme que la fièvre, parce que quand on a des sécrétions ou, tu sais, ça veut dire que notre système immunitaire s'est activé puis est en train de combattre. Mais là, si on n'a pas de système immunitaire ou peu de système immunitaire, ben la fièvre devient vraiment un signal de il faut faire quelque chose. Comme, Pas faire de transfusion de ça. on peut pas faire de transfusion de globules blancs, mais on peut donner des injections qui stimulent la production de globules blancs, de neutrophils spécifiquement. C'est des injections qui se font au niveau du ventre, donc sous-cutané. On appelle ça soit Grastofil ou Neupogène, qui est la marque commerciale. Puis si vous êtes bien fancy, vous appelez ça du GCSF, du Growth Colony Stimulating Factor. Mais ça, c'est vraiment si vous êtes bien, bien fancy. Grastofil, tout le monde se comprend, on parle le même langage. Puis souvent, ben, il y a un traitement antibiotique qui va être débuté en prévention, un antibiotique large spectre pour vraiment aller tout de suite casser cette infection-là. Puis après ça, ben, on va faire des bilans pour aller trouver la source de l'infection. On va passer des rayons X, on va faire des hémocultures. Vraiment, on va essayer de trouver qu'est-ce qui se passe. Les plaquettes, ils jouent un rôle dans la coagulation du sang. Fait que si on se coupe puis qu'on veut que le saignement arrête, ben, c'est nos plaquettes qui vont venir toutes se coller ensemble puis faire un petit caillot ou une petite gale, là. Puis vraiment, c'est les plaquettes qui vont faire ce rôle-là d'arrêter les saignements. Les valeurs normales sont quand même larges, entre 130 et 400. C'est normal. Quand nos plaquettes sont trop basses, on appelle ça de la thrombopénie. Ça veut dire qu'on est à risque d'avoir un saignement qui n'est pas contrôlé, que notre corps, nos facteurs de coagulation ne vont pas être capables d'aller arrêter le saignement. Puis là, j'ai parlé d'une coupure sur le bout d'un doigt, mais ça peut être un saignement, un ulcère intestinal qui saigne, un saignement dans les intestins, un saignement n'importe où qu'on ne voit pas et qui, tranquillement, nous fait perdre du sang. La valeur où je prends action, c'est si les plaquettes sont en bas de 20. Fait encore là, vous voyez une très grande différence entre la valeur normale puis la valeur où il faut faire quelque chose. Si nos plaquettes sont en bas de 20, mais là, on peut avoir besoin d'une transfusion de plaquettes. Ça aussi, c'est un petit sac, un petit liquide jaunâtre. Ça se donne en intraveineuse. Mais il faut aussi peut-être trouver la cause de pourquoi nos plaquettes sont basses. Hein? Soit on saigne de quelque part, ou soit il se passe quelque chose d'autre. La biochimie, moi, j'ai trouvé ça très difficile de faire une présentation sur la biochimie parce que c'est tellement vaste. Quand le médecin il dit on va faire une biochimie, laquelle? Ça peut comprendre tous les électrolytes. Donc, si vous voulez un peu les minéraux là, qui sont dissous dans notre sang, ça peut comprendre le taux de sucre, ça peut être un bilan des hormones, ça peut être un bilan des lipides, triglycérides, le gras, tout ça, un bilan des protéines. Est-ce qu'on veut un bilan de votre foie, un bilan de vos reins? Tout ça, c'est inclus dans le terme biochimie. Puis on fait ça la majorité du temps dans le même tube, un beau petit tube avec le bouchon jaune.
Ça, c'est tout biochimie. Fait que c'est là que vous nous voyez cocher sur nos requêtes qu'est-ce qu'on demande spécifiquement dans notre biochimie. Chaque test doit être demandé individuellement. Là, tu testes les vitamines aussi? Oui, on peut tester les vitamines dans la biochimie, qui est un terme vraiment, un terme sacoche, comme qu'on appelle. Fait que moi, je vous ai mis en gras ceux que moi, je vais vous présenter. Je trouve qu'ils sont pertinents pour quelqu'un qui a un myélome, qui veut prendre conscience de ses résultats sanguins. Fait que le premier que j'ai choisi, c'est le calcium. Habituellement, notre plus grande réserve de calcium, c'est dans nos os. Puis on a tendance à penser que nos os sont durs, solides, sont forts, ils bougent pas. Mais c'est une fausse conception. Nos os, ils sont en constante destruction et reconstruction par des petits, ils sont mauves, là, mais des petits ostéoclastes qui viennent couper nos os, donc le C coupé, et qui sont contrebalancés. Leur travail, le calcium est libéré dans le sang. Puis là, il y a des ostéoblastes qui viennent bâtir l'os. Donc, B bâtisse, C coupe. Fait que notre os, il est toujours en train de se reformer et de se déformer. Puis, à certains moments, il y a du calcium qui est libéré dans la circulation sanguine, puis qui est recapté pour aller reconstruire un petit bout d'os un petit peu plus loin. Exemple, on reçoit un coup, on a un stress sur un os, bien à ce moment-là, les ostéoclastes et les ostéoblastes vont s'activer puis venir renforcer l'os où on pense. Quand on a un myélome qui est actif, cette belle balance-là de destruction-reconstruction, elle vient justement être toute débalancée. Il y a beaucoup plus de destruction que de construction qui se passe. Fait que la destruction, ça relâche du calcium dans la circulation sanguine. Ça fait aussi les fameuses lésions osseuses qu'on peut avoir sur nos os, qu'on peut voir à l'imagerie. C'est à cause qu'il y a un débalancement dans cet équilibre-là d'ostéoclastes et d'ostéoblastes. Fait en résultant, ça fait augmenter notre taux de calcium dans le sang. Ça peut être une des raisons là, qui a peut-être apporté votre diagnostic. On a mesuré un calcium dans le sang, votre calcium il était bien trop élevé. Bien, ça peut vouloir dire que votre maladie a une présentation plus osseuse, elle vient gruger vos os, puis elle libère beaucoup de calcium dans la circulation sanguine. Pour faire baisser les taux de calcium, on donne des médicaments qu'on appelle des biphosphonates. Leurs noms commerciaux, c'est le Aredia ou le Zometa. Ça va être des injections intraveineuses qui sont données là, au début une fois par mois, puis éventuellement à tous les 3 mois. Mais ça va vraiment venir capter le calcium qui est dans la circulation sanguine, puis le fixer à vos os pour venir les renforcer. Fait que, si notre myélome il est bien contrôlé, ben à ce moment-là, ça se peut qu'on décide de donner des suppléments de calcium justement pour aider à la reconstruction osseuse, pour donner un peu de nourriture à nos ostéoblastes pour qu'ils viennent reconstruire nos os. Mais ça, c'est si on a un myélome qui n'est pas actif, qui est sous contrôle, puis que tout est bien dans le meilleur des mondes. Maintenant, le glucose. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'un des traitements que la plupart d'entre vous ont sûrement reçu, c'est le décadron. Et le décadron, ça fait monter le taux de sucre. Fait que là, j'ai mis le de décadron parce que tout le monde l'haït. Le de décadron, lui, il fait monter le taux de sucre. Fait que dans mon jargon, on peut appeler ça un diabète cortico-induit, donc induit par la cortisone. Les valeurs normales de glucose dans le sang, c'est entre 3,5 et 7 à tout moment, à jeun, pas à jeun. On veut toujours que ça soit entre ces valeurs-là. Un taux de sucre qui est en haut de 10, c'est quelque chose qu'on va aller surveiller. Peut-être qu'on va demander au patient de prendre sa glycémie plus souvent ou avant chaque repas, de tester sa glycémie pour être sûr que cette valeur de 10-là était anormale, puis la moyenne se situe entre 3 et 5. Oui, ou se piquer à l'insuline. Si on est connu diabétique, ben moi, je recommande toujours de rapprocher le suivi de nos glycémies les jours de décadron et le lendemain parce qu'on voit vraiment dans les prises de sang un pic de la glycémie les jours qu'on prend du décadron. Fait que c'est pour ça que je vous le présente comme ça dans ma grande famille de biochimie. Ensuite, la clairance à la créatinine, ça c'est un autre terme un peu spécifique. Premièrement, c'est quoi la créatinine? La créatinine, c'est un déchet qui est produit par nos muscles. Puis, pourquoi on trouve ça important de mesurer sa clairance, donc son élimination? C'est parce que ça nous donne vraiment un bon indicateur de la fonction de nos reins. Donc, on a de la créatinine dans le sang, puis elle va être filtrée par nos reins, puis elle va être excrétée. Donc, si on calcule cette clairance à la créatinine, ça nous donne vraiment un indicateur d'à quel point les filtres
de nos reins sont bons. Puis pourquoi j'ai trouvé ça important de vous la présenter? Ben, c'est parce que souvent, euh, au début, au diagnostic du myélome, les patients peuvent avoir des valeurs de chaînes légères qui sont très, très élevées. Puis les chaînes légères peuvent venir se fixer dans les petits filtres de nos reins et les bloquer. Ils se cristallisent ensemble, ils se collent tout ensemble, puis ça vient bloquer le filtre. Fait qu'à ce moment-là, nos valeurs de créatinine augmentent, donc notre clairance, notre élimination de la créatinine va diminuer. Normalement, un signe que nos reins fonctionnent bien, c'est quand la clairance est plus élevée que 60 millilitres par minute. Donc, 60 millilitres de liquide qui est excrété par minute. Puis, ma valeur, moi, qui me fait réagir, c'est si c'est en bas de 40. À ce moment-là, vraiment, il faut prendre action, il faut faire quelque chose. Il y a vraiment des actions à prendre. La première action, c'est si la cause, c'est le myélome qui bloque vos reins, ben, il faut traiter le myélome. Des taux élevés de calcium dans le sang aussi, ça vient nuire à la fonction à la fonction des reins. Fait que ça aussi, c'est un autre point qui va nous faire dire, ben, il faut prendre action, il faut faire quelque chose. Puis, l'autre chose que je voulais parler dans ma grande famille de la biochimie, c'est les protéines. Quand on mesure les protéines dans notre sang, on mesure toutes les protéines. N'importe quelle protéine, ça va être conclu dans ce bilan-là de protéines. La normale, c'est environ 60 grammes par litre. Puis parmi les protéines, il y en a une qui représente la majorité de cette valeur-là de grammes, c'est l'albumine, que sa valeur est toujours autour de 40. Fait que là, on a 60 grammes de protéines, 40 grammes d'albumine, il y a 20 grammes de protéines qu'on ne sait pas c'est quoi. Ben, on le sait à peu près c'est quoi, mais on veut aller voir plus spécifiquement c'est quoi ces protéines-là. Fait qu'on va demander un test sur notre belle requête là, de biochimie. On va demander une électrophorèse des protéines. Puis ça va nous faire un beau graphique comme ça. Là, je vous ai mis une électrophorèse qui est normale. Dans le fond, ici, vous voyez sur le petit bleu dans le bas, là, on met une petite goutte de sérum. Électrophorèse, c'est électrique. On fait passer un courant électrique. Les protéines vont ben, je dis on, pas moi. Les protéines vont aller se placer selon leur poids et leur charge électrique dans le courant, puis ils vont aller se rassembler vis-à-vis des endroits qui sont prédéterminés. Donc, vous voyez, quand ça fait un gros pic, c'est notre valeur d'albumine. Ça veut dire qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette protéine-là. Puis les autres, ben, ils font un petit peu la queue de souris là, qui suit à la suite. Il y a des protéines, des pics qui se placent à des endroits spécifiques. Donc, ça, c'est une électrophorèse qu'on considère normale. C'est normal d'avoir beaucoup d'albumine, puis après ça, les autres protéines se répartissent un petit peu. La section qui va nous intéresser plus tard, c'est vraiment la section qui est en rouge, donc qu'on appelle les gamma-globulines, qui inclut les immunoglobulines, les IgG, IgA, IgM, IgD, IgE et toutes les sortes d'immunoglobulines. Si on a un myélome multiple, notre graphique d'électrophorèse, il va ressembler plus à ça. Fait que vous voyez, c'était dans la section des gamma-globulines, donc à la fin du tracé, il va y avoir une grosse accumulation de protéines qui va se mettre à cet endroit-là. Ça veut dire que dans notre distribution de protéines dans notre sang, il y a quelque chose qui est vraiment anormal. Là, ça m'introduit à mon bilan du myélome. Ici, c'est pour ça que quand on mesure la maladie, des fois, on parle d'un pic monoclonal. Ben, c'est ce pic-là. Votre pic à l'électrophorèse, c'est celui-là qu'on va mesurer. C'est une protéine dans votre sang qu'on va aller mesurer. Puis, en faisant l'électrophorèse, elle va se placer à un certain endroit sur le tracé, puis on va être capable d'aller dire, ah, ça fait un pic de protéines à ce moment-là. Ça peut être un pic d'IgG, ça peut être un pic d'IgA, ça peut être un pic d'IgD, dépendamment si c'est A, D, E, M, etc. Le pic va être un peu décalé sur le tracé. Donc, ça m'amène à mon bilan du myélome. Il n'y aura pas d'examen sur ce graphique à la fin. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes. C'est vraiment pour vous démontrer un peu qu'est-ce qui se passe dans la moelle osseuse. Ici, je vous ai mis tout à droite la petite ligne bleue. Je ne sais pas si en ligne, vous le voyez, là, à côté de plasmocytes et anticorps. La ligne bleue, c'est la délimitation entre qu'est-ce qui se passe dans la moelle osseuse, puis l'autre côté de la ligne bleue, c'est qu'est-ce qui se passe dans la circulation sanguine.
Donc, dans notre moelle osseuse, de ce côté-là, je vous ai mis la cellule souche, qu'on entend beaucoup parler, qui est très importante parce que elle est capable de se différencier dans toutes les cellules de notre corps humain, n'importe quelle. On a besoin d'une cellule, on a besoin d'une globule rouge, ben c'est la cellule souche qui va se diviser et qui va se transformer en globule rouge. On a besoin de globule blanc, c'est la cellule souche qui va aussi, et ainsi de suite pour toutes les cellules de notre corps entier. Ça part tout de une cellule souche qui a cette capacité-là de se multiplier et de se diviser, puis de se spécialiser comme n'importe quelle cellule de notre corps. Ceux-là sont dans notre moelle osseuse. Là, je vous ai mis le chemin d'un myélome. C'est quoi qui ne marche pas dans un myélome, dans cette cascade de choses qui se passent à l'intérieur de notre moelle osseuse? Bien, on prend le chemin lymphoïde pour produire des lymphocytes B. Les lymphocytes B, c'est eux qui produisent les plasmocytes. Les plasmocytes, c'est eux qui produisent les anticorps. Puis là, les anticorps, c'est eux, nos IgG, IgA, IgM, c'est eux qu'on retrouve dans notre circulation sanguine. Le myélome, ben, il y a un débalancement de tout ça quelque part qui se passe, que ce soit la génétique, un événement environnemental ou la cause de ce débalancement-là, on ne l'a pas trouvé encore, mais à un moment donné, il y a un plasmocyte qui se met à, au lieu de faire plein d'anticorps qu'on a besoin, je vais faire un petit peu d'IgG, je vais faire un petit peu d'IgA, je vais faire un petit peu d'IgM, mais lui, il se dit, moi, j'ai trouvé une bonne recette et je ne fais que cette recette-là. Il fait des clones du même anticorps tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne produit, exemple, que des IgG et tout pareil. Puis là, peut-être les patients ils disent, ben moi, j'ai beaucoup d'IgG, j'ai beaucoup d'anticorps, je dois avoir un extrêmement bon système immunitaire. Mais non, parce que pour avoir un système immunitaire compétent, on a vraiment besoin de toute la gang, toute la famille, pour que chacun a son rôle. Fait à un moment, ben c'est ça, il y a un débalancement, puis il y a un plasmocyte qui se met à prendre beaucoup de place dans la moelle. Il prend beaucoup, 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 beaucoup de place à l'intérieur de nos os, puis il produit beaucoup d'anticorps dans notre circulation sanguine. Ce que ça fait, c'est que notre moelle amène vraiment, vraiment, nos cellules souches, là, mettent toute leur énergie à produire ces plasmocytes-là, puis à produire ces anticorps-là. Fait que tout est un équilibre, hein? Si on met beaucoup d'énergie dans ce chemin-là, ben l'autre chemin, on l'investit moins. Fait que si vous voyez qu'est-ce qu'il y a dans l'autre chemin, il y a nos neutrophiles, nos globules blancs, il y a nos globules rouges, il y a nos plaquettes. Fait que c'est pour ça qu'un des symptômes du myélome, c'est d'avoir ça des cytopénies qui font baisser nos globules blancs, baisser nos globules rouges, puis baisser nos plaquettes. C'est parce que notre moelle osseuse est envahie par plein de plasmocytes qui produisent la même recette d'anticorps en repeat, sur le mode repeat, 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 le même IgG, 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 qui finalement, oui, oui, vas-y. Oui. Parce que, Les gens n'ont peut-être pas entendu. oui, je vais répéter la question. Moi, j'ai dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'IgG, puis d'IgA, puis d'anticorps. Puis madame dit, pourquoi moi, j'en ai pas, puis il faut que je m'en injecte de plus. Parce que, ben, comme je vous dis, ceux qui sont produits quand on a un myélome qui est actif, mettons, avant de commencer tous les traitements, ben, c'est pas un système immunitaire compétent. C'est des protéines, je sais pas si je peux dire ça, sont faites à la botche. Ils sont faites vite, vite, vite parce qu'ils veulent produire vite, vite, vite des IgG, il faut faire, mais ils sont pas compétents en tant que système immunitaire. Puis aussi, les traitements viennent faire baisser nos niveaux. Parce que moi, même avant d'être diagnostiquée pour le myélome, je faisais un niveau gamma globulin. OK. J'ai toujours eu les Base. Bon, ben là, après ça, ça va être ma prochaine slide. Vous devez avoir quelque chose qui s'appelle des chaînes légères dans votre sang. Bon. Voilà, la structure d'une immunoglobuline. C'est fait en forme de Y. C'est composé de deux chaînes lourdes, qui sont soit justement les IgG, IgA, IgDE, et de deux chaînes légères. Il y en a deux sortes, les kappa et les lambda. Notre myélome, il peut sécréter des anticorps complets, donc toute cette protéine-là d'immunoglobuline, ou il peut sécréter seulement la petite partie chaîne légère, qui est les deux petits bouts de protéines au bout. Fait que vous, si vous n'aviez pas beaucoup d'immunoglobuline, c'est peut-être parce que votre myélome, il ne sécrétait que des chaînes légères. Fait que vos IgG, on les mesure, ils sont normales ou ils sont bas, parce que
votre myélome, il a produit beaucoup, beaucoup de chaînes légères. Il était encore plus à la botche. Il faisait juste des petits bouts. Fait que pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans notre moelle, ben le test à faire, c'est une aspiration de la moelle. Et c'est très douloureux, très désagréable, c'est invasif. On a besoin d'un médecin compétent et très doux pour faire ça, mais quand même, un médecin, c'est une ressource hospitalière, entre guillemets. Ça a un signe de beau dollar après. Et on veut pas, ni pour le système de santé, ni pour les patients, avoir à refaire ce test à chaque mois pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre moelle osseuse. Fait qu'on a développé des marqueurs qui se mesurent par une belle prise de sang, simple, efficace, pas pour tout le monde, mais quand même beaucoup plus facile qu'une aspiration de moelle. Fait qu'est-ce qu'on peut mesurer dans notre prise de sang, dans notre biochimie, qui sont des indicateurs, parce que ça sera jamais la vraie réalité de qu'est-ce qui se passe dans la moelle, mais ça nous donne une pas pire bonne idée, ça je vous le dis. Fait que si on mesure nos protéines sanguines, ça nous donne un peu, c'est un peu la tarte totale de qu'est-ce qui se passe. Si après on va mesurer spécifiquement nos immunoglobulines, ça devient une pointe de tarte, si vous voulez. Parmi toutes mes protéines, j'en ai tant qui sont des immunoglobulines. Puis si on demande le test spécifique de l'électrophorèse des protéines, bien là, ça va nous dire la partie clonale, donc laquelle partie qui est des clones qui ont été répliqués, qui sont un peu la partie malade. Fait que c'est vraiment, quand on mesure les protéines totales, on peut dire, ah, sont élevées ou ah, sont normales. Ça nous donne un indice si le myélome il est actif, si le myélome produit beaucoup de protéines ou si on est dans des valeurs normales. Si on mesure nos immunoglobulines, là, je vous ai mis un petit exemple. Protéines totales à 90, on le sait qu'il y a à peu près 40 grammes là-dedans que c'est de l'albumine. Puis après ça, ben, je vous ai mis une répartition. Exemple, les IgG à 43 grammes par litre. Ça, c'est quand même élevé. On ne veut pas ça dans notre bilan sanguin. Bien, parmi ces IgG-là, il y en a sûrement que c'est des bons IgG qui ont été produits normalement par nos plasmocytes normaux, puis qui font partie activement de notre système immunitaire. Il y en a sûrement une partie qui est malade aussi. Fait que pour aller voir c'est quelle partie qui est malade, on va demander le test de l'électrophorèse des protéines. Là, c'est là que dans notre jargon à nous, on dit un pic, une protéine clonale, une protéine monoclonale, la protéine M. Ça, c'est tous des synonymes. Ça veut tout dire la valeur de notre pic sur le test de l'électrophorèse. Fait que là, comme je vous ai montré tantôt, ça, j'ai pas remis, là, mais c'est le graphique là, avec les pics qui montent, puis la protéine au bout qui nous dit, ça nous dit combien il y a de protéines, mais ça nous dit pas c'est laquelle. Ça nous dit il y en a beaucoup, il y en a pas beaucoup. On peut mesurer la largeur de la bande, puis on est capable de dire, ah, ben parmi les 43 grammes d'IgG, il y en a 31 que c'est des IgG clonaux, qui sont la partie malade, si vous voulez. Fait que là, on a un pic à 31 grammes par litre. Quand même, je vous ai mis ça gros, là. On veut pas ça, on veut le pic le plus bas possible. La valeur normale du pic, c'est 0. C'est ça qu'on souhaite. 0. On veut pas de pic. On veut des IgG, mais on veut pas de pic. Puis après, ben, pour savoir c'est quoi, on demande un autre test qui est souvent fait toujours en même temps. Ça s'appelle l'immunofixation. Fait que c'est un peu la même chose. On met des petites gouttes de sérum dans différents puits. Puis selon où les protéines vont se déposer, ça nous dit si c'est des IgG, des IgA, des IgM. Puis on a un petit puits aussi pour les chaînes légères qui sont kappa ou lambda. Fait que là, sur le dessin, c'est IgG, lambda. Fait que ça nous dit pas combien. Ça nous dit quoi, mais ça nous dit pas combien. Fait qu'il faut vraiment faire les deux tests ensemble, l'électrophorèse et l'immunofixation, pour savoir c'est quoi, puis il y en a combien. Suivez-vous? Oui, je suis allé où? Je sais pas si Ben, si je vais trop loin, vous me le dites. non, dans le sens, je trouve ça extraordinaire, tu sais, l'analyse de sang, puis combien de protéines, Oui, la quantité, une par rapport à l'autre. exact. Fait que ça, bon, je vous ai mis une autre petite représentation, là. J'essayais de me comprendre moi-même dans ma tête, là. Protéines totales, c'est tout le lot. Là-dedans, on a plein d'affaires, albumine, fibrinogène, les anticorps, les immunoglobulines, la transférine. Après ça, spécifiquement, on regarde les immunoglobulines, c'est juste IgG, IgA, IgD, IgE, IgM.
Puis, si on demande spécifiquement le test de l'électrophorèse, ça va être le milieu qui est la protéine monoclonale. Puis là, ça va être notre partie malade. Myélome multiple, ça s'appelle multiple. La plus fréquente présentation, c'est IgG-kappa. Mais il y a vraiment plein de ça. Des IgA, on en voit. Des IgD, c'est vraiment plus rare, mais on en voit. Puis encore plus rare, on peut avoir des IgE, mais vraiment extrême rare. Je n'en ai vu qu'un seul en, oui, 9 ans de carrière maintenant, un seul myélome IgE. On peut avoir des myélomes qui sont à chaîne légère seulement, donc qui ne produisent pas la protéine en tant que telle, qui produisent seulement les petits bouts de chaîne légère qui s'attachent au bout de notre anticorps. On peut avoir un myélome qui sécrète rien, pas d'IgG, pas de chaîne légère. Vraiment, c'est dans notre moelle osseuse que ça se passe, puis ça peut voyons, se présenter en fonction d'un plasmocytome. Un plasmocytome, c'est des masses qui vont se faire, c'est des bosses qu'on va voir apparaître sur l'os, puis ça peut être extramédulaire aussi, donc extra-osseux. Il peut avoir un plasmocytome dans le ventre, il peut avoir un plasmocytome, il peut en avoir sur les os, il peut en avoir à l'extérieur des os aussi, vraiment. Mais souvent, oui, on en voit beaucoup au niveau des sternums, des fois on en voit au niveau des bras, les os longs surtout, là, les os plats. Puis là, ça, c'est bon signe parce que c'est plus difficile à mesurer. C'est un myélome qui n'est pas sécrétant. La moelle peut être remplie de plasmocytes, mais il n'y a rien qui sort dans la circulation sanguine. Fait qu'on n'a pas de façon de le mesurer. À ce moment-là, ben, ça va être par des examens de moelle osseuse réguliers qu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans la moelle. Le myélome à chaîne légère, mais encore une fois, je vous ai mis des exemples là, de chaîne légère. La valeur est importante, mais la gamme est vraiment vaste. Il y a des gens qui ont des chaînes légères à 500 qui vont être très symptomatiques, que ça va avoir un impact sur leur rein, que ça va vraiment avoir un impact. Ça peut causer plein de choses d'hyperviscosité dans le sang. Puis, il y a des gens qui ont des chaînes légères à 30 000, puis qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont malades. Fait que la valeur n'a pas tant d'importance. C'est vraiment d'aller voir un peu ce ratio-là de chaînes légères. Là, souvent, on les divise un par l'autre, kappa sur lambda pour que ça nous donne un ratio. Puis ça, c'est un test qui n'est pas demandé tout le temps de routine. Fait que peut-être que vous allez aller chez votre médecin de famille quand vous allez avoir des symptômes pour un nouveau diagnostic qui se présente. Bien, c'est pas tous les médecins qui vont penser à demander le test de chaîne légère. Tu sais, on va voir, ah oui, j'ai demandé des protéines. Ah, mes protéines sont anormales, je vais demander l'électrophorèse. Ah oui, je vais faire ci, je vais faire ci. Puis là, on arrive finalement au diagnostic d'un myélome. Mais quand on n'a que les chaînes légères, bien, ça se peut que nos protéines totales soient totalement normales, puis que tout le reste soit normal, à moins qu'on demande spécifiquement ce test-là de chaîne légère. Fait qu'on vise toujours que le ratio, le rapport K sur L, donc le ratio de 1 divisé par l'autre, on veut que ça soit autour de 1. Bon, c'est ça qu'on vise, un ratio autour de 1. Ça se mesure de 4 façons, un myélome. Le pic monoclonal à l'électrophorèse, qu'on peut le mesurer dans le sang. On peut mesurer les chaînes légères dans le sang, si c'est un myélome qui excrète des chaînes légères. On peut mesurer les chaînes légères dans l'urine, mais honnêtement, on le fait de moins en moins. Pourquoi? Parce que ben, c'est une vieille affaire. Ça, c'est le 24 heures. Une collecte de 24 heures, là, un gros bidon orange. Là. Ça va disparaître. Parce qu'avant, on n'avait pas ce test-là de chaîne légère dans le sang. C'est un test qui est quand même assez récent. Donc, la seule façon de mesurer nos chaînes légères, c'était dans l'urine. Qu'est-ce qui était excrété par nos reins. Fait que nos études cliniques sont encore bâties sur ce vieux modèle-là. Fait que nous, dans nos études cliniques, on demande des collectes des urines de 24 heures à chaque mois, malheureusement. Mais oui, c'est appelé à changer parce que vraiment, le test de chaîne légère dans le sang, il est vraiment plus performant, facile, moins dérangeant, c'est un bon mot. Moins dérangeant pour les patients parce qu'il a traîné son bidon pendant 24 heures. Le garder au frais. Fait que ça peut être assez compliqué pour les patients de traîner ce gros bidon-là toute la journée. Fait qu'on en fait honnêtement presque plus, sauf
en études cliniques où moi je travaille, on en demande encore. Des fois, on est bien bébé à l'avant-garde, puis des fois, on est à la traîne, mais c'est parce que les définitions sont faites comme ça, puis on doit répondre aux définitions. Puis l'autre façon de le mesurer, ben, c'est avec le pourcentage de plasmocytes dans la moelle. Si on fait une aspiration de moelle, puis de ce qu'on aspire, c'est 50% de plasmocytes, ben, c'est pas normal. Fait que de cette façon-là, on peut mesurer, ça nous donne une valeur de myélome. Fait que là, l'urine, bon, je vous avais mis un beau petit X. Exemple de résultat, ça, c'est pas les miens. Le pic monoclonal, la normale, c'est 0. Fait que là, quand ça dit présence d'une bande monoclonale IgG kappa, ça, c'est notre test de immunofixation. Ça nous a dit quoi? Puis après ça, quand on voit la valeur de pic, 4,3, ça, c'est le test de l'électrophorèse, ça nous a dit combien. Fait que souvent, ces deux tests-là sont toujours faits ensemble. C'est quoi que je vois comme protéine? Puis, il y en a combien? Les chaînes légères aussi, je vous ai mis un petit exemple là, de rapport. On a toujours la valeur des kappa, la valeur des les lambda, puis le ratio un sur l'autre. Les IgG aussi, là, vous voyez les valeurs normales. Marie-Pierre, des Oui. fois, on se fait dire, on voit un pic, mais on ne peut pas le mesurer. Exact. Ça veut dire qu'il est trop petit. La question, c'est des fois, sur notre rapport, c'est écrit on voit un pic, mais incapable de le mesurer. Ça veut dire que le pic est vraiment très bas. Puis, ça veut dire qu'on n'a pas assez des bonnes technologies pour pouvoir le mesurer. Ça veut dire que non, ben notre machine ou notre technique de laboratoire elle a une limite de quantification. Souvent, quand c'est en bas de 1, on va dire, on voit quelque chose, mais on ne sait pas c'est quoi. L'immunofixation, c'est beaucoup plus précis. On va voir quelque chose avant de pouvoir le mesurer. Fait que quand on veut avoir une réponse complète, on vise et un pic à 0 et une immunofixation négative. Ça veut dire même avec notre test le plus précis, on voit rien. Bon, collection des urines, je vous en parle pas. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Dans certains hôpitaux, on va limiter des fois le nombre de tests parce que c'est des tests qui coûtent quand même de l'argent. Donc, des fois, on voit ces règles-là qui sont mises en place, là, maximum une électrophorèse par 3 mois, maximum une valeur de chaîne légère aux 3 mois. Chaîne légère, c'est moins, là. Souvent, c'est une fois par semaine maximum. Donc, tu sais, des fois, quand on n'a pas ces indicateurs très, très, très précis, on doit se fier à des indicateurs moins précis, les IgG total, les IgA total ou le total des protéines urinaires. Je sais pas pourquoi je vous ai remis urinaire, là. On n'en parle plus. Ce sont des bons indicateurs, mais on s'éloigne de ce qui se passe dans la moelle parce que la vraie réalité, c'est la moelle. Oui, j'ai vu la petite main levée. Je vais juste finir ma slide, puis c'est correct. Fait que la vraie valeur, c'est qu'est-ce qui se passe dans la moelle. Après ça, on a nos tests très performants dans le sang. Mais si on n'est pas capable de faire ces tests-là, on a des tests qui coûtent moins cher, qui sont des très bons indicateurs aussi, le reflet de qu'est-ce qui se passe. Mais on a quand même une petite vitre brouillée là, devant nous. Là. On s'éloigne un peu de la vraie vérité vraie. Et là, on parle éventuellement d'utiliser des spectrographes de masse. Oui, la spectrométrie de masse, la MRD, machin, mais oui, mais là, je me suis vraiment focusée sur la base. Je vois une question en ligne. Je sais pas, Karine, si tu veux qu'on prenne les questions ou tu veux qu'on attende à la fin. Mais je préfère qu'on attende à la fin, Marielle, si ça vous dérange pas. Capturez votre question dans le panneau de discussion pour pas l'oublier. Puis on va l'adresser avec Lisanne. Là, ça va nous faire plaisir d'aborder là, toutes les questions à la fois, autant que possible, là, pour pas trop interrompre la présentation. Merci. Parfait. Bon, puis là, je vous ai mis quelque chose qui fait pas partie du bilan, mais que je trouve quand même intéressant pour quelqu'un qui suit ses valeurs, qui s'y intéresse, puis qui veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment nous, ben pas nous, là, comment la communauté très scientifique du myélome définit la réponse à un traitement. Comment on sait si ça marche ou ça marche pas? Fait que c'est des définitions préétablies par l'IMWG, le International Myeloma Working Group. Donc, comme je vous ai dit tantôt, ce qu'on veut voir, c'est un pic à 0 puis une immunofixation négative. À ce moment-là, on va parler de réponse complète. On n'a pas de pic dans le sang, on n'a pas de pic dans l'urine, puis pour le confirmer, on va aller faire une aspiration de la moelle, puis on veut qu'il y ait moins que 5% de plasmocytes dans notre moelle. À ce moment-là, on parle d'une réponse complète.
Avec les outils technologiques qu'on a, les tests qu'on a, on ne voit plus rien. On est satisfait. Après ça, ben, il y a d'autres catégories qui, là, je vous ai mis vraiment des résumés des définitions. Là, chaque définition fait à peu près 5-6 lignes chaque. Mais vraiment, si on a une diminution de 50% de notre valeur, que ce soit la valeur de notre pic, la valeur de nos chaînes légères ou la grosseur de notre masse, si ça diminue de 50%, ben, on appelle ça une réponse partielle. Si ça diminue de 90%, on appelle ça une très bonne réponse partielle. Puis quand on mesure plus rien, on appelle ça une réponse complète. Puis après ça, il y a d'autres critères, là, réponse complète stringente. Là, ça nous prend un ratio de chaîne légère normal. Ça nous prend un autre test dans la moelle qui va être normal. Puis après ça, on a d'autres catégories de réponses parce que on s'améliore constamment, puis on développe des nouveaux tests laboratoires pour nous dire de plus en plus précisément. Là. Au début, on regardait, bon, sur les cellules qu'il y avait dans une prise de sang, là, je vois plus rien. Après ça, on est allé faire la sélection de cellules, puis là, on a développé ce qu'on appelait je dis on, mais c'est pas moi pantoute, là. On a développé la MRD, donc le Minimal Residual Disease. On regarde sur des millions de cellules, combien j'en vois qui sont des myélomes, là, combien j'en vois qui sont des cellules de myélome. Fait que là, c'est des tests qui sont encore vraiment plus poussés, mais j'ai volontairement décidé de ne pas vous en parler. La même chose s'applique. On a des définitions très définies quand on veut voir si notre traitement marche, mais on a aussi des définitions qui sont très définies quand on veut voir si notre traitement marche plus. Là, c'est la partie moins le fun, là, mais quand on a une augmentation de 25% de notre pic monoclonal, qu'est-ce que tu veux faire? Je voulais enlever Marielle. Ah, c'est bon, c'est correct. Non. Non, non, laisse-la. C'est moins mêlant de la laisser. Donc, c'est ça. La progression après une maladie, c'est aussi une définition qui est préétablie. Si on a une augmentation de notre chiffre, que ce soit notre chiffre qu'on suit, soit nos IGA total, soit notre pic monoclonal, soit nos chaînes légères, si ça augmente de 25%, ben, à ce moment-là, c'est un indicateur que le traitement qu'on a actuellement, faudrait penser à le changer ou à l'améliorer du moins. Puis là, vous dites, ben là, si j'ai un pic à 1 puis je monte à 2, j'ai augmenté de 200%. Ben non, parce qu'on veut aussi une augmentation en valeur absolue d'au moins 5 grammes par litre. Fait que, ces valeurs-là, si c'est des petites valeurs puis qui doublent, ben là, 200% d'augmentation, panique pas. Il faut qu'il y ait une augmentation de 5 grammes par litre. Puis la même chose, les chaînes légères, il faut qu'il y ait une augmentation d'au moins 100 milligrammes par litre. Donc, mes recommandations, prenez-les avec un grain de sel si vous voulez. Mais moi, je recommande toujours aux patients de connaître le sous-type de myélome. Est-ce que moi, c'est des chaînes légères? Est-ce que moi, c'est un IgA? Est-ce que moi, c'est un IgG? De quelle façon il se mesure mon myélome? Puis quel chiffre est-ce que vous suivez dans mon beau bilan là, de biochimie que vous regardez à chaque mois? C'est quoi, docteur, qui vous fait dire si ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Puis, intéressez-vous justement à votre bilan. On est chanceux, entre guillemets, parce que le myélome, ça se mesure avec un chiffre. On l'a tout de suite. Dans la semaine suivant la prise de sang, on a le résultat. On est capable de se faire des pourcentages de combien ça a diminué, combien ça a augmenté. C'est quelque chose qui est très quantitatif, très visuel. On peut le savoir tout de suite si ça a marché. Puis vous pouvez avoir accès à vos résultats soit par votre médecin qui vous en imprime une copie ou il y a le carnet Santé Québec là, que vous pouvez avoir votre compte puis avoir vos résultats. Il y a un délai, malheureusement, là, c'est 1 mois plus tard qu'on a accès à nos résultats de prise de sang, mais au moins, vous pouvez avoir les vrais chiffres. Puis il y a aussi l'application de Myélome Canada là, qui est Mon dossier Myélome qui permet d'entrer ces résultats puis de suivre un peu dans le temps là, notre bilan. Voilà. Merci de m'avoir invité. Merci tellement, Marie-Pierre. Écoute, à chaque fois que je t'ai dans les présentations, je suis toujours étonnée de ta bonne humeur, tellement communicative. Merci. On a trop le goût d'avoir un bilan sanguin. On va t'en faire un, Karine. Sans Écoutez, aspiration de moelle. ah oui, sans aspiration de moelle, s'il vous plaît. Je vais passer avec Lisanne, dans le fond, pour le volet questions. Elle va faciliter cette portion-là. Juste avant qu'on commence, je voulais juste vous rappeler que, bon, c'est certain que Marie-Pierre ne pouvait pas adresser
tout en ultra détail. C'est un résumé, un très bon résumé, elle est très bonne pour vulgariser, puis de nous faire comprendre les notions qui sont un peu plus compliquées. Sachez que sur mielombe.ca, dans la bibliothèque de ressources, il y a un guide, un infoguide qui s'appelle Comprendre la formule sanguine et vos analyses de sang. Si vous voulez retourner là, dans les notions de MRD, dans les résultats, les descriptions, les définitions au grand long, vous les avez dans le guide. Donc, gênez-vous pas d'aller faire des petites lectures. Et petit rappel, évidemment, Marie-Pierre n'est pas votre infirmière à tous et à toutes qui est en ligne présentement. Donc, il y a certaines questions, évidemment, qu'elle ne pourra pas répondre si c'est trop spécifique à votre dossier. J'espère que vous comprenez. Donc, Lisanne, je te passe la parole. Merci beaucoup, Karine. Là, je ne vois pas de main levée en ce moment. Il y avait une question dans le chat. Est-ce possible que les valeurs de référence des analyses sanguines soient différentes d'un laboratoire à l'autre? Oui, ça dépend de la machine qui est utilisée, ça dépend de bien des affaires. Mais oui, chaque laboratoire ont leurs propres valeurs de référence qui sont publiées et qui apparaissent normalement à côté de votre résultat. Il y a toujours la valeur de référence. Donc, les valeurs de référence que j'ai données, moi, ben, c'est les valeurs HMR parce que c'est là que je travaille, puis c'est là que j'ai accès aux références, mais oui, de chaque laboratoire a ses valeurs de référence propres. Est-ce qu'il y a des gens en ligne qui auraient des questions? Vous pouvez soit activer la petite main ou activer votre micro. Pour le moment, si tu veux, Lisanne, commence par les questions qui sont dans le panneau de discussion. Tu vas voir, la première question, ce serait celle de Christian. Est-ce que tu les vois? Non. Non. Dans la barre de menu, peut-être peser sur les trois petits points plus pour afficher le chat ou le panneau de discussion. Si tu veux, je peux commencer pour le moment, le Oui, temps que commence, tu mais te repères. Donc, la question, c'était quel est le pourcentage des patients qui sont CAPA versus le pourcentage de personnes qui sont plus lambda? Est-ce qu'il y a une tendance là? Je pense que tu avais parlé un peu Il des... y a plus de kappa, mais je ne suis pas en mesure de vous dire le pourcentage, là, combien sont kappa, combien sont lambda. Il y a une question, justement, avant qu'on continue avec les autres, une question qui revenait généralement là, dans les discussions. Euh, est-ce- Comme là, tu as parlé que chez certaines personnes, bon, il va y avoir une oh mon Dieu, immunoglobuline, merci, qu'on va suivre là, tout au long de ce parcours-là. Oui. Si je me trompe pas, ça peut arriver une fois qu'on a eu une rémission, une série de traitements ou quoi que ce soit, que plus tard, ça change la protéine qu'on va suivre. Est-ce que ça se peut? Euh, Ça se peut que ça change en cas de greffe, surtout allogreffe. Des fois, ça change, mais souvent, si on n'a pas de greffe de cellules souches, ça va être la même protéine qui va revenir à chaque rechute. Ça va être le même isotype. Le même, si c'est IgG-kappa, ça devrait toujours rester IgG-kappa. Il y a des myélomes qui sont biclonaux. Il peut y avoir deux pics différents en même temps. Ça se peut que des fois, une rechute arrive avec, c'est le IgA lambda qui se réveille et qui se met à monter. Et on peut voir deux pics différents là, à l'immunofixation. C'est possible. On a une question de Bruno ici. Alors, oups, je l'ai perdu. Attends, mais ferme ça, les participants en haut, là. On s'excuse. Alors, concernant l'aspiration de moelle, j'en ai eu deux. La première fut moyennement douloureuse. La deuxième, où le médecin a pris son temps, elle a laissé le temps de bien geler en surface et je n'ai presque rien ressenti. Ce fut une ponction au bassin à chaque fois. OK. C'est pas une Oui. question, mais Oui, mais c'est parce que c'est vrai que tantôt, tu disais que c'était très, oui. très douloureux. Ben, Ça dépend aussi de chaque personne, sa tolérance à la douleur, puis aussi combien de temps ils attendent pour la... chaque médecin a sa technique. Il y en a qui le font par en avant, il y en a qui le font par en arrière, dépendamment aussi des caractéristiques de patient. Quelqu'un qui a une grosse masse corporelle abdominale, des fois, l'aiguille est pas assez longue pour se rendre au bassin, fait que ça peut être fait au niveau sternal, qui est
vraiment moins. En tout cas, j'en ai jamais eu, mais ça a l'air moins agréable. Ça t'a pas Ah, Dans ce bon, temps-là? monsieur ici dit qu'il n'y a rien là. alors, tu sens quelque chose. C'est bien terrible. OK. C'est simple quand tu tires. Ah, ben oui. Un drôle de balle. Mais vous, on vous a pas ménagé, hein? Dans votre projet, là, Ouais. il y en avait. Ouais, j'en avais plusieurs. J'en avais une à Sacré-Cœur, Oui. mais j'ai jamais vu. Ils ont tout le temps fait ça. Ils gèlent un peu. Puis, Oui. pour ça, ils vont. Mais il y a des personnes plus faciles que d'autres. Ouais, peut-être aussi. Il y en a que c'est. Ça dépend aussi de la dureté de l'os. Les patients qui sont sous biphosphonate, souvent les médecins nous le disent. Ils forcent pour briser l'os, puis on leur voit la petite veine dans le front qui force. Ah. Les os sont tellement durs. Ouais, On ouais. a tellement Ouais. bien solidifié vos os que là, ils ont de la misère à le percer, tu sais. Ouais, ouais. Fait que ça dépend aussi des caractéristiques propres du patient, puis de la technique du médecin, puis oui, effectivement, s'il a gelé ou pas gelé. Ah, celle-là est intéressante. On a Gisèle qui demande comment interpréter une glycémie un peu faible lors d'un protocole DKD. Je vous référerai à votre équipe de soins parce que je ne connais pas ni votre alimentation, ni votre historique de glycémie. Êtes-vous diabétique? Êtes-vous sous traitement? Fait que vraiment, il y a plein de choses qui peuvent faire varier votre glycémie. Je me tenterai pas une réponse. Karine, est-ce que tu vois d'autres questions de ton côté? Je vois des caméras qui se sont allumées. Si jamais vous voulez poser une question, utilisez le petit outil de la main que vous avez là, dans votre barre de menu. Si vous ne le voyez pas directement et que c'est limité, vous pesez dans les trois petits points, vous allez voir, vous avez d'autres options là. Sinon, faites-moi signe de la main, je vais peut-être vous voir. Bruno, vas-y, Bruno. Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. OK. C'est concernant les glycémies. OK? Lorsqu'on prend le décadron agit combien de temps, lui? On parle de 24 heures, on parle de 48 heures, 72 heures, Environ 48 heures, oui. environ 48 heures. Des études qui visent à réduire les doses de médicaments. Non? As-tu une autre question, Bruno? Non, je coupe mon... Merci. Est-ce qu'ici, dans la salle, on a quelqu'un qui aurait une question à poser à Marie-Pierre? Oui, oui. Vas-y. Au sujet de quand les os sont atteints, est-ce que dans tous les myélomes, les os sont atteints, ou des fois, sur un myélome, les os sont pas atteints? Tu peux avoir oui, Je je veux vais juste- répéter la question. Oui, s'il vous On plaît. a une question ici qui demande est-ce que dans tous les myélomes, les os sont atteints ou est-ce qu'on peut avoir un myélome sans atteinte osseuse? Bien, on peut avoir un myélome sans atteinte osseuse. Il y a différentes présentations. On voit des myélomes qui aiment les os, qui se collent aux os, qui grugent les os. Puis on voit des myélomes qui ont aucun symptôme osseux, aucune lésion, pas un trou, sont beaux sur la radiographie. On se l'explique pas. Mais oui, il y a certains types de myélomes qui ont une affinité pour les os, puis d'autres qui C'est auront. assez fréquent qu'il n'y a pas de maladie des os. Ben, c'est que des fois, on va voir des petites lésions. Ça va toujours commencer par des lésions microscopiques, mini. Ok, ok. Et que ça se peut qu'il y en ait, mais qu'elles sont tellement petites qu'on Ouais. les voit pas ou ça vaut même pas la peine d'en parler. Tu sais, Ouais. une lésion de myélome, ça va toujours être 1 million de petits trous là, qui se sont faits proches, là, puis là, au final, ça fait une lésion, puis on est capable de le voir à l'imagerie. Tu sais, là, il y a une faiblesse dans votre os, il y a un trou, Ok, ok. là, on est capable de le voir, mais ça se peut qu'il y ait des centaines de lésions millimétriques, puis on les voit pas, tu sais. Merci. Il y a un bon point dans le fil de discussion. Dans le fond, les tests qu'on appelle CRAB et SLIM, Oui, on a plus d'informations dans les infoguides. Je ne sais pas si tu vas adresser un petit peu, mais c'est en fait les symptômes justement qui vont être différents chez une personne que l'autre. Est-ce que, bon, oui, on reconnaît un myélome par les troubles aux reins ou l'atteinte osseuse? Donc, tu peux exact. Mais commenter. le crabe, c'est historiquement la façon qu'on diagnostiquait un myélome. Pour se faire dire qu'on a un myélome vrai, ça nous prenait un crabe. Donc là, c'est encore un acronyme en anglais. Le C, c'est pour calcium. Le R, c'est pour renal insuffisance. Le A, c'est pour anémie. Puis le B,
c'est pour bone, donc bone lesion. Il fallait avoir au moins une lésion osseuse. La définition, elle a été révisée dans les dernières années parce qu'on se rendait compte que, ben, si on attend d'avoir un crabe, on attend d'avoir un dommage à un organe ou d'avoir quelque chose qui se passe. Puis c'était toujours en relation bénéfice-risque avec les traitements qu'on donnait à l'époque. Ce qu'on donnait à l'époque, c'était très toxique. C'était pas le même genre de traitement qu'on donne aujourd'hui. Fait que là, on se disait, ben, il faut attendre qu'il y ait quelque chose de grave pour traiter parce qu'on va donner beaucoup d'effets secondaires. Fait que si on traite quelqu'un d'asymptomatique, on va y causer beaucoup de mal pour, dans le fond, quelqu'un qui n'a pas de symptômes. Fait que là, récemment, plus les traitements se sont améliorés, ils ont rajouté des facteurs qu'on appelle slim. Fait que là, maintenant, quand on a un diagnostic de myélome, on parle d'un slim crabe. Mais le slim, c'est aussi en anglais. S, c'est pour 60%. Donc, 60% de plasmocytes dans la moelle osseuse. Quand on fait l'aspiration de tout ce qu'on aspire, il y a 60% que c'est des plasmocytes. Le Li, ça va ensemble, c'est light chain, donc un ratio de chaîne légère qui est en haut de 100. Donc, encore une fois, peu importe la valeur absolue de la chaîne légère, c'est le ratio qui va venir guider notre diagnostic. Puis le M, c'est pour MRI. Donc, IRM, ça nous prend plus de 2 lésions focales à l'IRM. Donc, si on fait l'imagerie, puis qu'on voit à 2 endroits distincts des lésions très spécifiques du myélome, ben là, à ce moment-là, même si on n'a pas de dommages à nos reins, on n'a pas d'anémie, on n'a pas rien, ben on peut rentrer dans la catégorie de diagnostic myélome actif. Mais ça, comme je vous ai dit, c'est des définitions très établies, puis c'est pas moi qui les établis. Mais je pense pas qu'un patient à la maison là, peut s'auto-diagnostiquer avec un slim ou un crabe. Là, ça prend vraiment l'avis d'un oncologue, hémato-oncologue et ou autre professionnel de la santé. Merci Marie-Pierre. On peut, avant, Lisanne, qu'on continue avec le panel de discussion. On a David Gagné, si tu veux poser ta question. Oui, bonsoir. Je tiens à vous remercier pour l'excellente présentation. C'était pas mal extraordinaire. Puis je tiens à remercier le groupe Rive-Sud aussi de partager la présentation. C'est une très belle initiative. Je vous remercie. J'ai deux questions assez courtes. La première, merci enfin, j'ai pu comprendre là, la lecture des chaînes légères. Est-ce qu'il existe une proportion connue, là, c'est peut-être plus d'ordre général, mais qui sont plus en pic monoclonal, puis qui sont plus en chaîne légère? Est-ce qu'il existe des proportions à ce niveau-là? Ça doit exister, cette statistique, quelque part, mais je la connais pas là, comme ça par cœur. Je pourrais pas vous dire. OK. Dans les groupes de discussion, souvent, là, il y en a qui parlent de pic, puis les autres comprennent strictement rien. Alors, j'ai compris ma situation, merci. Puis, Oui, vous avez dit là que les méthodes d'analyse sont très coûteuses, puis très ça demande énormément d'énergie. Puis, on avait déjà eu une présentation de M. Courjal de Binding Site qui oui, développe des systèmes automatisés. oui. Est-ce que on voit ça au Québec s'installer lentement des systèmes d'analyse automatisés? Est-ce que c'est une pratique courante maintenant? Ça s'en vient, mais on est encore beaucoup manuel. Genre, une personne avec un cerveau dans un laboratoire qui va analyser et un médecin qui va réviser. On est encore beaucoup dans le mécanisme manuel de la chose. The Binding Site, c'est eux qui ont commercialisé le test, justement, le Fuelite test pour tester les chaînes légères dans le sang. Fait que c'est grâce à eux maintenant que on fait presque plus de collection des urines de 24 heures parce qu'ils ont développé ce test-là qui est tellement facile et extraordinaire. Mais oui, ça s'en vient. On fait de plus en plus là, de tests qui sont plus faciles, mais pour l'instant, je pense qu'on est encore très à l'ancienne. Ça viendra. Ça viendra dans quelques années. Oui, Merci beaucoup. ça me fait plaisir. Ah, il y a une question dans le Oui. chat. Mon bilan des protéines dans le sang est toujours à l'intérieur de 1,2 depuis 2022. Est-ce que le rêve limite de maintien à 0,5 mg qui maintient ce résultat, est-ce que je peux regarder avec mon équipe la possibilité de le cesser? Bien, monsieur, vous répondez vous-même à votre question. Regardez avec votre équipe de soins parce que je suis pas au courant du tout. Puis de vous donner un avis médical là-dessus, ça serait vraiment en dehors de mon rôle ici, là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions que je ne vois pas? Bruno qui lève On sa main. a Bruno en ligne, si tu veux, Lisanne. Oui, vas-y, Bruno. C'est une question concernant le calcium. La slide de calcium que tu as montré, où est-ce que tu as les C qui, eux autres, aiment le calcium, puis les B qui les Ouais. fixent. Avec l'acide zolédronique, ben, on prend le calcium qui est dans le sang, puis on retourne le fixer aux os. Ça, ce bout-là, je le comprends. Mais lorsqu'on a fini toute la section d'acide zolédronique qu'on a pris et que les chaînes légères ne sont pas rendues à zéro, mais qui sont rendues à un taux acceptable, est-ce que le fait qu'on prend du calcium va faire qu'on va avoir, avec le temps, pas des excroissances, mais trop de fixation à nos os ou... Monsieur demande si on a des valeurs de calcium. On a fait les biphosphonates là, qui a fixé le calcium à nos os, puis après, on se fait prescrire des suppléments de calcium. Est-ce que le calcium qu'on reçoit en supplément va venir se fixer à nos os puis faire comme des excroissances sur nos os ou quoi que ce soit? Ben non. Le calcium qu'on prend en trop, que notre système n'a pas besoin pour construire nos os, il va être simplement excrété par nos reins. Ah, ça, j'aime ça. Mais il faut pas en prendre trop quand même, parce que trop, ça diminue la filtration des reins. Puis là, à ce moment-là, ben, tu sais, fiez-vous à la dose prescrite par votre médecin. C'est vraiment lui qui connaît le plus votre dossier. Oui, je comprends ce bout-là, mais je voulais comprendre aussi le fait du calcium avec les reins et la petite slide que tu montrais d'un Ouais. côté où est-ce que on gruge, puis de l'autre côté, on fixe. Oui. Alors, j'essayais de comprendre ce petit bout-là. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a Joanne en ligne. Bonjour, Joanne. Ma question, c'est le rêve limite d'entretien qu'on a après. On le prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ça dure combien de temps? Avant, il y avait vraiment une durée fixe. Avant, on disait on le prend pour 2 ans, puis après ça, on a été au bout de ses bénéfices qu'il peut nous offrir, puis après ça, ben on l'arrête. Mais finalement, non, il y a eu des études qui ont dit qu'il y a vraiment un avantage à le poursuivre à long terme. Puis tant que ça fonctionne, que c'est bien toléré, puis que le patient désire le poursuivre, on poursuit. Puis ça a été démontré que l'avantage était plus grand de le poursuivre versus les effets secondaires là, qu'il peut nous causer. Mais il y a vraiment une prolongation là, de la période de rémission là, qu'on souhaite le plus longue possible. Fait que Mais oui, c'est quoi en général qu'on dit on a eu un myélome? Après ça, je sais que ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans, mais en moyenne, c'est quoi la période où je peux ça pas risque de répondre revenir? à ça, Madame Rivard, parce que je connais pas votre cas, je connais pas qu'est-ce que vous avez reçu comme traitement, je connais pas rien. Le meilleur pour répondre à ça, c'est vraiment votre équipe médicale, puis tout ça. Je veux pas m'avancer, puis vous dire 10 ans, puis finalement c'est 1 an, ou vous dire 1 an, puis finalement c'est 10 ans. Fait que j'aime mieux m'abstenir de... Mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de critères pour dire on ne sait pas, à un moment donné, ça peut arriver. Point. Non, puis on souhaite que ça soit le plus longtemps possible avant que ça revienne. Si je OK. peux ajouter, il y a peut-être même des gens qui sont en ligne en ce moment qui peuvent témoigner. Moi, ça va faire 4 ans, plus de 4 ans maintenant que je suis sur le lénalidomide, ben, le Exact. Revlimid qui est devenu le lénalidomide, là, qui est Ouais, le générique. générique, moi aussi. Puis en maintien, il y en a que ça fait plus longtemps que ça. La mémoire me fait OK. défaut, mais il y a des patients que ça fait plus longtemps que ça qu'ils le prennent puis qui sont toujours en rémission. On sait que rémission, dans notre cas, ne veut pas dire guérison. Ça veut juste dire Mhm. que notre pic est soit Endormant. détectable ou qu'on a une très bonne réponse partielle. Mais il y a des gens que ça fait plusieurs années. Puis il y a d'autres personnes aussi, tu sais, quelqu'un l'a écrit aussi, ça dépend aussi de la tolérance du patient. Il y en a qui vont avoir beaucoup, beaucoup d'effets secondaires avec le lénalidomide, puis qui peut créer plus d'incapacité ou plus de problèmes que de bienfaits. Donc, c'est vraiment d'en parler avec votre équipe médicale. Il y a des gens qui disent, ben oui, j'ai des effets secondaires, mais ça ne m'empêche pas de vivre, d'avoir une belle qualité de vie, je le continue.
Il y en a d'autres qui disent, moi, j'en peux plus, je suis tannée d'avoir des neuropathies ou des problèmes gastro-intestinaux ou autres. Puis après consultation de leur équipe médicale, ils vont décider de réduire la dose ou d'arrêter. C'est à voir avec votre équipe médicale vraiment. Puis, il y a des recherches qui se font dans ce sens-là. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête après un certain temps? Il y a des oncologues dans certains hôpitaux au Québec, mais aussi dans d'autres provinces parfois qui vont dire, ben, après 4 ans, si vous êtes toujours en rémission, ben, on peut décider de l'arrêter. Comme ça, si jamais vous faites une récidive, on sait que la molécule du lénaldomide fonctionnait, puis on peut la reprendre lors d'une éventuelle récidive. C'est vraiment du cas par cas, puis c'est vraiment d'en discuter avec votre équipe médicale. Il n'y a pas de règles spécifiques. Ça mérite une analyse plus poussée qu'une petite conversation Zoom. On a Richard Savary qui a levé la main. Est-ce que vous voulez ouvrir votre caméra? Vous pouvez la poser aussi. Oui, bonsoir. Ben, je peux ouvrir la caméra. Je suis pas tellement juste parler fort. Est-ce que vous m'entendez bien? Excusez-moi, c'est parce que moi, Oui. je suis habitué en Teams, je ne suis pas habitué en Zoom habituellement. Ben, écoutez, pour faire un peu de pouce, nous, ça fait 5 ans qu'on est là-dedans, donc effectivement, il n'y a jamais de boule de cristal. La question, par contre, qu'on avait, c'est que, bon, il y a deux, trois lignes de traitement, après 2 autogreffes et tout ça, mais bon, s'il y aurait rémission, pas rémission, mais s'il y aurait surgence de maladie, éventuellement, on est rendu où maintenant? Qu'est-ce qui reste comment je peux dire, comme traitement ou comme possibilité par la suite, là? Parce que moi, j'ai tendance, c'est moi là, qui C'est ai ma la conjointe, maladie, pardon, oui, là. excusez. Mais moi, j'ai tendance à dire, quand ça va reprendre, tu sais, le show est fini, là, tu sais, dans le fond, là. C'est ça que je me dis, là, tu sais, là, c'est comme... Non. Pour savoir qui ça va être quoi la prochaine ligne, il faut savoir qu'est-ce que vous avez reçu avant. Ça dépend toujours qu'est-ce que vous avez reçu, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Après Des 3 lignes de base. Oui, Moi, ben là, je j'étais pense pas vraiment que je veux réfractaire. que vous exposiez votre dossier médical comme ça là, à 40 personnes en ligne et Non, je en comprends. présentiel. Je peux pas faire une analyse de votre dossier, mais je peux vous dire que moi, je travaille dans le domaine de la recherche clinique et ça avance à une vitesse qui est fulgurante. On a des nouveaux traitements qui sont des nouveaux mécanismes d'action qui sont extrêmement prometteurs, qui sont bientôt, très, très bientôt disponibles au grand public et au grand public. Pas tout le monde, mais c'est des choses qui sont vraiment très prometteurs. Puis il y a pas de. On peut pas dire, ah, après 3 lignes, c'est fini. Moi, je racontais plutôt un patient qui était à sa 14e ligne de traitement. Fait qu'il n'y a pas de chiffres, il y a pas de. C'est pas après 3 lignes, on fait plus rien. Après, il y a pas de finalité. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Puis, comme je vous dis, la recherche avance tellement vite qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui va être accessible, que ça soit par un protocole de recherche ou par quelque chose qui arrive sur le marché au moment où la maladie se réveillera. Tu touches à un point important, c'est, tu sais, dans le fond, là, les protocoles de recherche. Euh, à quel point on peut utiliser, là, tu sais, dans le fond, la recherche, ben, où est-ce qu'il faut être rendu dans notre maladie pour pouvoir utiliser justement là, tu sais, là, les protocoles de recherche, là, La question, tu c'est comprends où il qu'est-ce faut que je être veux dire? rendu dans notre processus de maladie pour se tourner vers un protocole de recherche. Oui, c'est ça, Puis exactement. la réponse, c'est à tout moment, n'importe quand. De la recherche, on en a fait un protocole sur les myélomes indolents. On en fait avec des patients qui sont nouvellement diagnostiqués. On en fait après une première rechute. On en fait en maintenance après l'autogreffe. On en fait après une deuxième rechute, troisième rechute. On en fait après plus de 4 rechutes. On essaye toujours d'avoir un beau, excusez-moi l'anglicisme, mais un beau pipeline de projets, une belle continuité de projets qui sont offerts. On essaie d'avoir plusieurs projets qui recrutent en même temps. Là, moi, je prêche pour ma paroisse. Là, je travaille en recherche clinique à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais de la recherche, il s'en fait un peu partout au Québec. Il s'en fait dans plusieurs hôpitaux, les hôpitaux des grandes villes, plus précisément. Il y en a au CUSUM, il y en a au Jewish, il y en a à Sacré-Cœur, il y en a au CHUM, il y en a à Québec. Il y en a à Gatineau, il y en a à Sherbrooke, il y en a à Charlemagne. Il y a vraiment plein, plein, plein d'hôpitaux au Québec qui offrent des protocoles de recherche. Puis à chaque fois qu'il faut changer un traitement, qu'on pense à devoir changer de traitement ou débuter un traitement,
c'est une occasion de participer à un protocole de recherche. Puis là, je surfe sur ma propre vague, là, mais un protocole de recherche ne veut pas dire cobaye. Vous restez toujours un Non, patient, vous êtes absolument pas, je toujours comprends. un participant On actif est- dans Mhm. votre choix de traitement et c'est souvent des options de traitement qui sont pas accessibles, soit parce qu'ils sont pas remboursés au Québec ou soit parce que c'est nouvellement arrivé puis ça donne une Exact. option de plus, une arme de plus dans notre arsenal thérapeutique. OK. Puis si on voit quelque chose d'intéressant à l'extérieur du Québec, là, quitte à payer, là, je sais pas, moi, 100 000 ou whatever, euh, est-ce qu'on peut avoir accès à ça, là, Dans un contexte de recherche ou dans un autre contexte? dans un autre contexte? Faudrait redire parce que les gens n'ont pas Ah, entendu. Tu sais. Madame dit si on veut aller à l'extérieur du Québec, il y a un traitement qui nous intéresse à l'extérieur du Québec, puis qu'on est prêt à payer, est-ce qu'on peut y aller? Ça dépend, vous parlez de où, ça dépend, vous parlez de quel traitement, ça dépend de vos assurances privées, ça dépend de quel montant vous êtes prêt à débourser. Mais oui, c'est possible. Il y en a qui l'ont fait, des patients qui partent aux États-Unis pour recevoir un traitement à leurs frais. Mais à leurs frais avec un très gros S, je dis, Oh oui, je j'en sais ce garde, que tu là, veux dire. c'est Mettons, moi, je très, veux très, vendre ma très maison, je la nuanceux. vends 400 000, puis je m'en vais aux États-Unis pour essayer de me faire soigner, mettons, Ouais, genre, mais là, tu sais, là. Moi, je pense au Québec, on a des très bons traitements et des très belles options. Puis je pense que ça vaut la peine d'explorer toutes les options qui sont disponibles ici avant de. OK. Mais tu sais, ça reste un choix personnel, là. Je veux pas être dans le. Ah, mais il y en a aussi qui sont c'est bon. réservés aux citoyens américains. Fait que même si bon, ils vont pas être. Si je peux juste ajouter Merci pour les réponses en passant. pour compléter peut-être vos questionnements, je vous inviterais à lire trois infoguides différents qui pourraient peut-être vous éclairer là, dans tout ce qui est comprendre là, les lignées de traitement, comprendre la recherche clinique et tout ça. Donc, trois infoguides que vous pouvez aller voir sur myelome.ca. Donc, le guide du patient qui vous détaille vraiment là, comme le parcours, si vous voulez, en général. Vous avez un guide, un infoguide sur la recherche clinique. Donc, si vous voulez plus comprendre comment ça fonctionne et quel genre de traitement et tout ça, il y a un guide là-dessus et il y a un guide aussi sur l'immunothérapie. Donc, c'est peut-être des avenues que vous voudriez aller pour mieux comprendre. Donc, faire de la petite lecture de ce côté-là. Aussi sur le site de Myelome Canada, vous avez un outil de recherche clinique. Dans le fond, c'est pour avoir la discussion avec votre médecin. Donc, ce que vous devez comprendre, vous n'allez pas vous choisir vous-même un protocole qui vous intéresse. Puis, je suis sûre que que Marie-Pierre elle va me suivre dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment, si vous faites des recherches par vous-même, c'est pour avoir ensuite de ça la discussion avec votre médecin si vous, pour voir dans votre situation à vous si ça s'applique. Donc, vous pouvez faire vos petits devoirs. C'est ce qui s'appelle, dans le fond, la défense de ses propres droits. C'est d'aller chercher pour vous-même vos réponses. Donc, posez les questions. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin. Autre chose que vous pouvez aller voir, c'est une carte là, qui existe. Là. Euh, Ça s'appelle, excusez-moi, là, j'ai comme un petit blanc. C'est bon, l'outil de recherche clinique, ça j'en ai parlé. L'autre, c'est le navigateur d'accès de traitement. Donc, si vous voulez aller voir tout au Canada, vous choisissez là, par province, puis vous allez voir là, quels traitements qui sont disponibles, quels traitements qui sont remboursés ou en cours de. C'est sûr que ce que vous devez comprendre, ce qui apparaît aux États-Unis s'en vient, exemple, au Canada. Il y a un long processus où est-ce que Myelome Canada est impliqué en défense des droits pour aller, tu sais, fighter avec les ministères pour avoir l'approbation. Puis après ça, c'est avoir le remboursement. Fait que ça, c'est des longues étapes qui commence en recherche clinique. Donc, c'est ça, la beauté, c'est libre à vous d'y aller ou pas en recherche clinique, mais ça vous donne parfois, effectivement, comme Marie-Pierre a dit, accès à des médicaments qui ne sont pas encore remboursés. Donc, c'est une discussion à avoir. Est-ce que, je pense que je vais prendre là juste peut-être une ou deux autres questions, puis on va clore pour la soirée. On a une question dans le chat.
Ben, Euh, de Marielle. Est-ce très répandu auprès des patients greffés immunosupprimés de faire des infections ou des pneumonies répétitives? Oui. La réponse courte, c'est oui. Oui, c'est très fréquent. Immunosupprimé, ça le dit, vous avez pas ou peu de système immunitaire. Donc, le moindre petit pathogène que vous rencontrez peut se transformer en une infection euh, qui aurait potentiellement des conséquences, là, sur la pneumonie ou autre infection. Mais oui, c'est super important d'être ultra prudent, respecter les mesures d'hygiène, le lavage des mains, le port du masque en public, surtout dans la période là, post-greffe, là, où on est fraîchement greffé, fraîchement un sang neuf, un système immunitaire qui est en train de se recréer. C'est super important de vraiment respecter les consignes qui sont émises par votre équipe traitante, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau du soin à votre chat, de ne pas changer la litière. Il y a plein de conseils qui sont donnés là, dans la période après-greffe pour éviter justement ces infections-là parce que notre système immunitaire n'est pas très bon pour se défendre. Puis j'aimerais apporter, mais peux-tu expliquer, parce que là, on parle souvent d'immunosupprimés. Ça, c'est vraiment dans les jusqu'au jour 100, là, Ouais. après notre autogreffe, pour les gens qui ont une autogreffe, mais souvent, quand on est en trithérapie, il y a des gens qui peuvent pas avoir d'autogreffe, mais qui vont avoir d'autres traitements. On va dire à ce moment-là qu'on peut être immunodéprimé ou immunodéficient. Donc, c'est comme les gens qui sont en maintien sur le lénalidomide. Alors, peux-tu expliquer la différence et les précautions à prendre quand... Oui. Ben, immunosupprimé, c'est ça. C'est que notre système immunitaire, il est inexistant. On n'en a pas. On est vraiment sensible à tout pathogène, toute infection. Notre corps a pas de système de défense. Quand on reçoit des traitements, soit de la chimiothérapie ou de l'immunothérapie ou d'autres sortes de traitements qui peuvent venir jouer sur notre système immunitaire, ben, on a un petit système immunitaire, mais il est pas à son top. C'est pas le meilleur qui a jamais été. Fait qu'il reste qu'il faut prendre quand même beaucoup de précautions, les précautions d'usage, sans être autant extrême que dans la période post-greffe, là, où on est vraiment immunosupprimé puis qu'on évite là, le plus possible les contacts. Mais il faut prendre des précautions, comme je te dis, le lavage des mains, port du masque en public, dans les endroits très populeux. On se protège et on évite nos voisins qui coulent du nez. là, je vais être tannante encore, mais bon, il y a une info feuillette dans la série des effets secondaires sur les infections. Donc, je vous invite fortement à aller le lire pour avoir des bons conseils pour prévenir les infections. Je ne sais pas si tu veux adresser, Marie-Pierre, le côté vaccin. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est pro-vaccin, mais souvent après la greffe, les vaccins que vous avez eus lorsque vous étiez bébé, ado et tout ça, vous retombez à zéro. Donc, il y a comme une espèce de calendrier, là. Je sais pas si tu veux en parler, Oui. Marie-Pierre. Ben, comme qu'on a dit, la greffe, ça vient vraiment faire un petit reset de votre système immunitaire. Ça enlève toute notre immunité mémoire, notre système immunitaire qui a appris, qui s'est entraîné au fil des ans, tous les petits virus qui ont été exposés. Il s'est créé une immunité en étant exposé un peu à ces virus-là. Et aussi, quand il a été exposé à des vaccins, ben, c'est là, comme ça qu'on développe notre immunité. Quand on l'efface et on recommence, ben, il faut aussi recommencer notre vaccination pour que notre système immunitaire apprenne à reconnaître ces maladies-là, ces pathogènes-là et sache qu'il faut qu'il y ait une réaction quand il rentre en contact avec ces bactéries-là, ces pathogènes-là. Même chose, ben là, moi, je suis professionnelle de la santé. Moi, à chaque année, je me fais vacciner influenza, COVID. Mais quand on a un système immunitaire qui est moins en forme, moins en état de répondre à ce genre d'infection-là aussi, je pense que c'est important de considérer la vaccination. Je suis pas là pour vous dire quoi faire. Je suis pas là pour vous dire faites-le pas. Vous êtes maître de votre système immunitaire par le CLSC. Ah, madame ici mentionne le CLSC, pas les cliniques de vaccination. Bon, moi, j'ai passé par une clinique de vaccination, mais je suis pas immunosupprimée. Mais vraiment, je vous encourage là, à vous protéger du mieux que vous pouvez. Parce que souvent, ben, quand on est immunosupprimé,
oui, on est plus à risque d'attraper les infections, mais on est aussi plus à risque que des infections banales se compliquent et se transforment justement en pneumonie et en des choses qui peuvent nécessiter hospitalisation, antibiotiques IV et tout le tralala. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Je pense qu'on va clore pour ce Ouais. soir. C'est sûr qu'on aurait des questions à l'infini, mais là, on a quand même eu une bonne période de questions de 30 minutes. On est choyés de vous avoir parmi nous, comme à l'habitude. Donc, je vais inviter tout le monde à joindre un prochain webinaire la prochaine fois. Et lorsqu'on a des groupes de soutien qui acceptent généreusement de partager leurs rencontres lorsqu'elles sont en Zoom, bien sûr, ça nous fait plaisir de les partager à tous pour avoir accès à de la bonne information fiable sur le myélome et les traitements et les effets secondaires. C'est important de rester informé. Plus on est informé, plus l'anxiété baisse. Donc, posez vos questions. Votre équipe de soins, elle est magnifique. Bravo à toutes les infirmières en milieu hospitalier. J'ai la chance de les rencontrer en oncologie, puis ce sont des petites soies qui sont là pour vous. Donc, de ma part, merci beaucoup. Est-ce que tu avais un petit mot de clôture, Lisanne, de ton côté? Ben, en fait, non, reste. Ah, OK. Alors, moi, je voulais remercier encore une fois Marie-Pierre. C'était vraiment, tu sais, il y a des gens que ça fait longtemps qui ont eu leur diagnostic. On assiste à plein de conférences. On n'en a jamais trop. Puis de se le faire réexpliquer, il y a des choses qu'on capte ou qu'on comprend mieux de fois en fois. Puis tu l'as très bien vulgarisé. Ça aussi, des fois, on a des bonnes présentations, mais hyper techniques. Quand j'ai regardé la présentation chez moi, je me disais, ah, ça va encore dans les graphiques, mais de la façon que tu les as présentés, interprétés, c'était vraiment Merci. très clair et limpide. Alors, merci beaucoup. Puis, merci à vous tous de vous être joints. C'est toujours un dilemme pour les responsables de groupe de trouver des thématiques qui pourraient vous intéresser, qui pourraient intéresser le plus possible les gens. Puis on aime voir nos gens en présentiel. Il y en a qui sont trop loin. On est conscient que l'hiver, il fait froid, il y a de la neige et les déplacements peuvent être compliqués. Mais si jamais il y en a qui sont membres, ben la grande majorité, en fait, vous êtes membre du groupe de soutien Myélome Rive-Sud, envoyez-nous des suggestions de conférences que vous aimeriez avoir. On va essayer de vous trouver des gens qualifiés et intéressants. Et merci à Karine d'avoir ouvert aussi à tous les francophones du Canada. On les oublie souvent, mais il y en a partout, puis ça fait du bien d'avoir des présentations en français. Alors, merci Karine de ton aide. Alors, merci tout le monde, puis bon retour à la maison à ceux qui sont ici. Merci à Les ceux qui autres, sont ben, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci encore. Ça me fait plaisir. Bonne Merci. soirée. Bye tout le monde. Bye bye. Bonsoir.